Les tziganes, parfois critiqués, ou à l'inverse, vus comme des victimes. Ils font souvent la une de l'actualité. 10 millions de personnes sur le territoire européen qui cristallisent à elles seules toutes les tensions autour de l'intégration. Dans leur histoire, les Sinti et les Tziganes en général ont toujours eu une fonction de bouc émissaire dans les sociétés européennes. Pourtant, on connaît très peu leur histoire. Celle d'un peuple venu d'Orient qui intrigue et fascine l'Europe du XVe siècle. Tous les Parisiens sont venus les voir, car c'est un spectacle. N'oubliez pas que ce sont des nomades, des gens qui ont toujours fait ce qu'ils ont voulu. Une liberté qui va susciter méfiance et persécution. Potentiellement, le tzigane représente un danger parce que potentiellement, c'est un espion. Dans l'Allemagne nazie, cette répression connaîtra son paroxysme. On les met au-dessus des fosses et on tire. On est vraiment dans la barbarie absolue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 500 000 tziganes sont morts partout en Europe. Manouches, Sinti, Roms, Gitans. C'est l'histoire des tziganes que l'on va vous raconter. Tu vas, quoi, hein? Oui. Bon, allez, venez. Fils de forain, Raymond Gurem vit encore dans sa caravane à 90 ans. Il mène une vie paisible entouré de ses petits-enfants et de ses animaux. Pourtant, ce manouche français reste hanté par des souffrances qu'il revit quotidiennement. Ah bah, le camp, il se trouve juste là, vous voyez, là, c'est la colline là-haut, là, où il y a des bois, là. Juste là, là. C'est la butte, là. Et le camp, il est là-haut, là. Alors, quand je sors de ma cour, je vois où mes parents ils tournaient, tout ça, là, pendant des années. Ce camp dans lequel ses parents tournaient, comme il dit, c'est un camp de concentration, aujourd'hui disparu. Raymond et ses parents y ont été enfermés pendant la Seconde Guerre mondiale avec d'autres tziganes, à quelques kilomètres seulement de Paris. Des nomades perçus comme d'éventuelles menaces. On nous a toujours pris, nous, comme des boucs émissaires. On était des... Je sais pas, pour eux, on était... Enfin, des espions, ou je sais pas. Ils avaient peur qu'on espionne, qu'on fasse quelque chose. Hein? Il y en avait 200 là-haut. Il y avait, je sais pas combien de petits gosses, des bébés même. Parce que là-haut, au camp, là, ils ne le disent pas, mais il y a eu 8 naissances dans le camp, il y a eu 6 morts de faim. Les femmes, ils n'avaient pas de lait pour donner à boire aux gosses et ils mouraient de faim. 70 ans après, Raymond Gurem n'arrive toujours pas à pardonner. C'est pas les Allemands qui nous ont mis dans les camps, c'est bien les Français. C'est la gendarmerie et la police française qui ont venu nous arrêter, c'est pas les Allemands. Parce qu'on a resté prisonniers, on n'a jamais vu un Allemand, c'est eux, les Français, qui nous gardaient. J'en veux au gouvernement de l'époque, parce que c'est eux qui nous ont mis dans les camps, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui nous a mis dans les camps. Comme la famille de Raymond, 6500 nomades ont été internés dans toute la France, dans une trentaine de camps ouverts et administrés par des Français. Une sombre page de l'histoire, souvent méconnue, tue, cachée. L'histoire des tziganes, celle d'un peuple victime de stigmatisation, souvent rejeté, mis au banc de la société. Pour comprendre la situation des tziganes pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, il faut remonter de plusieurs décennies en arrière, voire même plusieurs siècles, parce que la stigmatisation du tzigane et les mesures qui vont cibler les tziganes ne peuvent se comprendre que dans le long terme. Alors remontons le fil du temps. Au XVe siècle, les tziganes atteignent le continent européen par le nord
et puis par le sud. Sur les chemins, par-delà les montagnes, ces nomades qui marchent inlassablement en famille ne passent pas inaperçus. C'est la première fois, vraisemblablement, qu'il arrive des étrangers, notamment en groupe. Lorsqu'ils se présentent à l'entrée des villages français, au début du XVe siècle, ces groupes sont décrits comme des êtres aussi mystérieux qu'inquiétants dans les registres municipaux. Ils nous disent, les hommes ont des chapeaux comme ceci, ils ont des vêtements assez beaux, ils ont des cheveux noirs très longs, ils ont des barbes très noires, tellement grosses que ça leur couvre tout le visage. Et c'est surtout les femmes tziganes qui sont les plus étonnantes. D'abord, bien sûr, elles sont noires, donc elles ont les cheveux noirs et très longs. Et puis une chose, je dirais, qui choque, mais qui plaît aussi, c'est que ces femmes-là, elles portent une chemise. Et la chemise, au XVe siècle, c'est le sous-vêtement. Par conséquent, on peut tout voir. Alors, des chroniqueurs nous disent dans le langage du XVe siècle, et en plus, elles ont une chemise largement ouverte que l'on peut voir les tétés. Pour les Occidentaux de l'époque, les Tziganes représentent tout l'exotisme de l'Orient et le mystère, car on ne sait rien d'eux ou presque. On les appelle tour à tour égyptiens ou bohémiens, en référence aux endroits par lesquels ils sont passés. Par la Petite Égypte, une région du Péloponnèse, et la Bohème en Europe centrale. On découvrira bien plus tard qu'ils viennent du nord de l'Inde, d'après l'étude de leur langue proche du sanskrit. Ils ont probablement fui cette partie du monde entre le 8e et le 10e siècle, en se dispersant alors partout sur le continent européen. Quand ils arrivent, ils se présentent comme des pénitents qui veulent se convertir à la foi chrétienne. Ils ont même sur eux des lettres de protection de différents seigneurs, et même du pape. On est dans une période historique où la religion catholique est très prégnante. Tout le monde est très croyant et pratiquant. Donc le pèlerin a un statut à part et il est très apprécié. Donc eux circulent un peu partout avec ce statut-là. Et donc forcément, ils sont bien accueillis, on les nourrit, ils s'installent quelques jours dans une ville. Ils sont bien reçus, ils sont logés, nourris et ils repartent. Et c'est comme ça qu'ils circulent. Quand ils arrivent dans le Paris du XVe siècle, on leur permet même de rester quelques jours aux portes de la ville. Et comme partout où ils passent, ils suscitent alors beaucoup de curiosité. Tous les Parisiens sont venus les voir, car c'est un spectacle. Ils racontent des fables, donc leur histoire, c'est-à-dire qu'ils vont raconter leur migration. Et surtout, une chose qui plaît, c'est que les femmes tziganes savent lire dans les mains. Mais les nomades ne sont pas toujours aussi visibles. Dans le sud de l'Espagne, qu'ils atteignent dans la seconde moitié du XVe siècle, ils se tiennent à l'écart des villes, loin des ordres administratifs et religieux. Comme aux abords de Grenade, dans cette montagne blanche creusée par des grottes troglodytes. Le poète Kouro Albaïsine fait partie des rares gitans qui y vivent encore. Ici, c'est l'endroit où je suis né. Ce célèbre chanteur gitan a transformé la grotte où toute sa famille a vécu en un véritable musée. La grand-mère, elle disait la bonne aventure. Il aime toujours autant transmettre aux visiteurs l'histoire de ses ancêtres. Ils ont vu dans ce quartier un endroit idéal pour vivre, car il y avait un fleuve. Les gitans aimaient beaucoup ce fleuve, parce que des roseaux y poussaient. Les roseaux qui servaient à la fabrication des corbeilles. Et ils utilisaient des forges parce que les gitans étaient forgerons. Ils faisaient partie des armées catholiques. Ils fournissaient des armes aux militaires avec la forge qu'ils utilisaient ici. Au Moyen-Âge, les tziganes jouent également un rôle militaire non négligeable. En France, par exemple, dans le royaume qui n'est pas encore unifié, ils s'engagent souvent dans les armées des seigneurs locaux. Sur ces tapisseries du XVIe siècle,
les tziganes en turban s'entretiennent avec les seigneurs et portent l'épée. Les tziganes trouvent ainsi leur place dans la société en étant respectés. Un âge d'or dans leur histoire. C'est à la fois un être que l'on craint, parce qu'on en a peur, parce qu'il est différent, parce qu'il est mystérieux, mais c'est un être aussi qui est envié. Envié parce qu'il est libre, et le tzigane est entièrement libre. Mais bientôt, la fascination se transforme en soupçon, la peur en défiance. La situation bascule au XVIIe siècle partout en Europe, et particulièrement en France, quand Louis XIV veut unifier le royaume et réaffirmer son pouvoir en évinçant les seigneurs, particulièrement après la Fronde, dont les tziganes seront en quelque sorte les cibles indirectes. Louis XIV menace les seigneurs de les priver de leur fief, c'est-à-dire tout ce qui fait leur existence, s'ils donnent retraite, donc l'asile, s'ils protègent les bohémiens. Une politique répressive implacable contre les tziganes se met alors en marche. En 1682, une déclaration du roi condamne les tziganes aux galères, et cela à perpétuité. Et leurs femmes sont bannies du royaume. La population se retourne également contre eux. On les accuse d'avoir abusé de l'accueil dont ils ont bénéficié. On dit qu'on refuse de les faire entrer dans les villes, mais qu'ils essaient malgré tout d'y entrer le soir. Il y a des bagarres, il y a des querelles. Et la chose qu'on reproche le plus souvent à ces femmes et à ces hommes de Petite Égypte, ce sont les larcins. Petits vols dans les jardins, dans les maisons, dans les boutiques, les vols de bourses, etc. On les accuse aussi de voler des enfants. Il y a toute une littérature aussi qui court sur eux à ce moment-là. Sur tout le continent européen, la répression se généralise. Politique d'assimilation, sédentarisation forcée, esclavage. La population tzigane est l'objet de toutes sortes de discriminations. Comme en Espagne, où l'arrestation de tous les gitans est décrétée à la fin du XVIIIe siècle. Ou encore en Autriche, où leur sédentarisation brutale est imposée au même moment. Et dans les provinces de Valachie et Moldavie, l'actuelle Roumanie, ils sont réduits en esclavage jusqu'au XIXe siècle. Persécutés dans de nombreux pays du continent européen, ils essaient alors de se fondre dans le paysage. Ils sont plus du tout apparents, ils deviennent invisibles. Et c'est ce qu'ils font souvent en fait, dès que ça commence à aller mal pour eux, ils savent se faire oublier et ne plus être visibles, et c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Partout en Europe, qu'ils soient sédentarisés ou demeurés itinérants, les tziganes se coulent dans la vie rurale, essayant de trouver une utilité dans la société. Ils exercent alors toutes sortes de métiers, comme forains, forgerons, musiciens, tisseurs, ou travaillent dans les champs. Mais dans la seconde moitié du XIXe siècle, ils sont de plus en plus stigmatisés. En France, la presse relaie les plus folles rumeurs à leur sujet. Ça relaie aussi ces petits faits divers, sont montés en épingle. Ce sont la presse de cette époque, c'est 2-4 pages avec des dessins très parlants. Et les bohémiens font souvent la une. Le stéréotype du tzigane délinquant, du tzigane voleur, explique pourquoi, en 1912, on va, dans la loi, inscrire la singularité de cette population tzigane et on va essayer le contrôle social. L'État veut les contrôler, savoir combien ils sont et où ils sont précisément sur le territoire. Mais trouver des raisons officielles pour limiter leur présence n'est pas si simple. Le vagabondage en France est déjà réprimé. Or, les tziganes ne peuvent pas être accusés de vagabondage puisqu'ils ont un logement qui est la roulotte. La roulotte est considérée comme un logement, pas fixe, mais un vagabond n'a pas du tout de logement. Ils ont de l'argent, donc ils ne peuvent pas être accusés de mendicité. Donc il faut inventer autre chose au niveau législatif. Autre chose. C'est la loi du 16 juillet 1912 que va créer la Troisième République, spécialement pour cette population. Une loi qui va encadrer strictement la circulation ambulante et ficher les nomades. Pour cela,
on utilise un instrument totalement nouveau, le carnet anthropométrique. C'est une sorte de carte d'identité un peu particulière. C'est-à-dire qu'on a toutes les caractéristiques, le nom, le prénom, la photo, et puis les indications des déplacements, avec les tampons, comme un passeport. À chaque fois qu'ils devaient s'installer dans une nouvelle ville, les gens du voyage, comme on les appelle aujourd'hui, ils devaient se présenter aux autorités, et ce carnet anthropométrique, qui comportait toute une série de pages blanches, eh bien portait des tampons au fur et à mesure de leur déplacement, date d'entrée, date de sortie. Une politique de surveillance organisée, qui les cible spécifiquement, qui les fiche et qui contrôle chacun de leurs déplacements, y compris les enfants. On soumet même ces nomades à des mesures anthropométriques très précises. La taille de leurs oreilles, de leurs pieds, ou encore de leurs avant-bras sont strictement mesurés. Ce procédé inventé par Bertillon, dirigeant à la préfecture de police de Paris, apparaît comme révolutionnaire pour ficher tous ceux qu'on considère à l'époque comme des marginaux. Tout ça, c'était déjà des techniques qu'on commençait à utiliser à la fin du 19e, début du 20e siècle, qui étaient utilisées par la police pour ficher des criminels. Bon là, on va ficher des gens qui n'ont rien commis, qui n'ont commis aucun délit. C'est le stéréotype du tzigane espion. Potentiellement, le tzigane représente un danger parce que potentiellement, c'est un espion et il faut le contrôler, le sédentariser de fait, empêcher des mouvements qui peuvent profiter à l'ennemi. Des ennemis. Et pourtant, ironie de l'histoire, comme ils sont français, en 1914, ces manouches vont être soumis aux mêmes obligations que tous les citoyens quand il faut défendre les intérêts du pays. Ce sont des gens qui vivent, qui sont insérés dans la société. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils sont ambulants qu'ils ne sont pas insérés dans la société. Ça veut dire donc, quand ils naissent, ils sont inscrits sur les registres d'état civil. Quand ils se marient, pareil. Donc on sait qui a la nationalité française. Donc pendant la Première Guerre, ils sont mobilisés, ils vont faire la guerre. Quand ça l'arrange, les pouvoirs publics les considèrent comme des éléments qui ont leur place dans la société. Puis quand ça les arrange pas, ils disent qu'ils sont différents. Après la Première Guerre mondiale, ils ne deviennent pas pour autant des héros. La stigmatisation reprend comme si de rien n'était, et ce dans tous les pays d'Europe où ils sont présents. D'après les recensements effectués depuis la fin du 19e siècle, les tziganes seraient plus d'1 million dispersés sur tout le continent. Selon les pays où ils ont migré, les tziganes ont pris différents noms. Les gitans en Espagne, les manouches en France, les Sinti dans les pays germanophones, reflétant différentes cultures, loin des racines communes qui n'ont souvent plus aucune signification pour eux. Pourtant, dans la discrimination qu'ils vont subir, on n'aura de cesse de les faire rentrer dans cette case imaginaire de tziganes. Comme en Allemagne, où la stigmatisation va atteindre son paroxysme. Depuis la fin du 19e siècle, la police surveille et recense les Sinti, les tziganes allemands, majoritairement sédentaires, dans le Zigeunerbuch, le livre des tziganes. Mais dans les années d'après-guerre, une dimension supplémentaire entre en jeu dans cette discrimination. En Allemagne même, on a une stigmatisation, mais qui va en plus se greffer sur une vision racialiste, comme cette vision racialiste qui visait bien sûr les Juifs. La pureté de la race devient l'obsession des partis d'extrême droite, dont le parti nazi, qui refuse la République de la défaite et cherche des responsables à la crise économique de 1930. On cible alors prioritairement les Juifs, mais aussi les tziganes. En 1926, la police criminelle réunit une convention des Länder pour lutter contre le fléau tzigane. Contre le fléau tzigane. Ça veut dire que la stigmatisation en Allemagne était à l'ordre du jour
bien avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Sinti und Roma haben in ihrer Geschichte Dans leur histoire, les Sinti et les Tziganes en général ont toujours eu une fonction de bouc émissaire dans les sociétés européennes. Quand il y avait des problèmes dans les États, on a dirigé l'attention vers les Juifs ou les Tziganes. C'était souvent le début des persécutions et des pogroms. À son arrivée au pouvoir en 1933, Adolf Hitler lance sa politique de mise au pas pour accéder au pouvoir total. Il reprend les théories de la supériorité de la race aryenne développées dans Mein Kampf. Les lois de Nuremberg de 1935 donnent un cadre législatif à ce racisme, en donnant comme priorité la protection du sang allemand. Commence alors le processus d'exclusion de ceux qui sont considérés comme impurs. Prioritairement les Juifs, mais aussi les Tziganes. Quand ils ont commencé à réfléchir sur les origines raciales des Tziganes, ils ont eu un souci, c'est que comme ils ne pouvaient pas le réfuter, les Tziganes étaient originaires du nord de l'Inde, mais ils viennent du même berceau, en fait de la même origine géographique que les Aryens. Donc les Tziganes sont d'origine aryenne. La même origine géographique. Un élément qui n'arrange pas les nazis, qui théorisent la supériorité de la race aryenne. Ils disent alors avoir découvert une preuve irréfutable de leur déchéance. En fait, ces scientifiques ont conclu que les Tziganes, en fait, s'étaient mariés avec la pire frange des autochtones, les plus grands criminels, et que donc dans les années 1930, il n'y avait plus de Tziganes purs qui s'étaient trop mélangés, donc on les a appelés les Mischling, les mélangés. En Allemagne, Romani Rose est un activiste majeur de la cause Sinti, les Tziganes allemands, communauté à laquelle il appartient. Plusieurs membres de sa famille ont été persécutés par les nazis. Là, c'est la photo de mes grands-parents. Des grands-parents accusés comme des milliers d'autres de faire partie de ces êtres mélangés. Dès les années 30, les nazis effectuent tout un travail de recherche dans la généalogie des Tziganes, qui prouverait selon eux leur impureté. Die Kirche, unsere Kirche, die katholische Kirche, hat L'Église, notre Église, l'Église catholique, a aidé les nazis en leur donnant des documents de baptême et de mariage. Sur la base de ces documents de baptême et de mariage, les nazis ont fait des certificarations. Ils ont fixé un degré de métissage et quelqu'un qui était même un 8e Tzigane faisait partie de la race inférieure. Très vite, à l'instar des Juifs, ces Tziganes d'Allemagne, les Sinti, sont exclus de la société. On a exclu les Sinti et les Tziganes en général de la vie sociale, tout comme les Juifs sous le national-socialisme. Ils ont perdu leurs emplois et leurs commerces ont été fermés, comme par exemple le cinéma de mes grands-parents. Les nazis ont résilié les baux et on ne pouvait pas en faire de nouveau. Ils ont mis les enfants dans les écoles à part. C'était donc de l'exclusion sur la base des lois de Nuremberg. Tous les Tziganes sont définis comme des criminels irrécupérables. Des médecins et des scientifiques au service de l'idéologie raciale jouent un rôle clé dans la répression qui se met en marche. Ils préconisent d'abord le rassemblement de ces Tziganes dans des camps de travail forcés et imposent leur stérilisation pour libérer les générations futures du fléau tzigane. Le tournant essentiel de l'action policière est pris en décembre 1938 par Heinrich Himmler, le chef de la police allemande. Les familles sont séparées et on commence à les interner dans les camps de Mauthausen, Ravensbrück, Dachau et Buchenwald. Le taux de mortalité est très élevé. Donc on ne les extermine pas par la chambre à gaz, mais c'est un peu la sélection naturelle. La guerre éclate le 3 septembre 1939. Les succès de l'armée allemande, avec la capitulation rapide de la Pologne, donnent à Hitler la possibilité d'accélérer la politique de germanisation des territoires conquis.
Même si la priorité est donnée aux déportations de Juifs, plusieurs milliers de Tziganes sont déplacés vers la Pologne. Les rafles massives ont pour objectif de faire du Grand Reich un territoire zigeunerfrei, purifié de tout Tzigane. Sur le front de l'Est, en 1942, les exterminations ont lieu aussi dans les villages, où les Einsatzgruppen, bras armés de la milice, tuent les Tziganes à bout portant. Là, c'est l'horreur absolue. On rassemble les populations ciblées. Il y a autour de fosses communes. Il y a 250 villageois qui sont mobilisés pour creuser la fosse, pour organiser tout ça, pour nourrir les Allemands. On met là les Juifs et on met des Tziganes dans certains cas. On les met au-dessus des fosses et on tire. On est vraiment dans la barbarie absolue. Dès 1942, Hitler programme la solution finale. La déportation et l'extermination de toute personne qui ne convient pas au Reich. D'abord prioritairement les Juifs. Puis en décembre de la même année, Himmler ordonne également la déportation de tous les Tziganes vivant dans le Reich à Auschwitz. Quand on décide de les déporter à Auschwitz, on les met à part, mais on règle pas, on ne pense pas encore extermination systématique. Pour les Juifs, il y avait une partie qui était envoyée directement dans les chambres à gaz, dans ces différents centres de mise à mort, l'autre partie étant enregistrée, alors que les Tziganes rentrent tous au B2E mais sont tous enregistrés. À la différence des autres détenus, les Tziganes sont regroupés en famille dans le camp des Tziganes, le Zigeunerlager, mais ils survivent rarement plus de quelques mois. Les conditions de vie étaient donc faites pour que les gens survivent peu de temps. Ils étaient d'ailleurs forcés à faire des tâches inhumaines et barbares, dans le seul but de les exterminer avec ce genre de travail. C'est-à-dire l'exploitation de l'être humain, de sa force de travail jusqu'à sa mort. Dans les camps, les Tziganes meurent par milliers, affaiblis par des conditions inhumaines. À Auschwitz, ils deviennent de véritables cobayes humains, soumis aux expériences médicales de Joseph Mengele, médecin du camp. Il leur inocule le cancer. Il étudie leur corps mourant de faim, où il leur injecte des maladies comme le typhus. De ces expériences, il reste encore de rares témoins. Comme Rita Prigmore, qui vit encore en Allemagne. Rien ne laisse soupçonner que son corps porte les stigmates de ces expériences. Elle et sa famille ont pourtant été la cible des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était mon oncle revenu d'Auschwitz. Il me tient dans ses bras là. J'avais 1 an. Avant la guerre, ses parents sont artistes dans une petite ville de Bavière. La mère, Theresia, est danseuse, son père comédien. Mais en 1942, désignés comme tziganes, tous les deux sont arrêtés. On s'apprête à les stériliser de force. Ma mère a dû signer un papier qui lui interdisait de tomber enceinte et d'entretenir des relations avec un homme. Mais elle était déjà engagée avec mon père à cette époque et la majeure partie de notre famille avait déjà été déportée à Auschwitz. Il ne restait plus grand monde ici. Puis, au moment où elle allait se faire stériliser de force, ils ont découvert qu'elle était enceinte de jumelles, enceinte de 3 mois. Or, les nazis sont très intéressés par les jumeaux, qui, avec leurs corps identiques, permettent de comparer les résultats de leurs folles expériences. Ils contraignent alors la mère de Rita à prendre une terrible décision.
Alors elle a été forcée à signer un nouveau papier pour empêcher que 4 personnes âgées de notre famille soient envoyées à Auschwitz. Elle a été obligée de donner ses jumelles à la recherche médicale, au Dr Heide, qui était un étudiant du Dr Mengele. Il voulait transformer leurs yeux marrons en yeux bleus. Confisqués à la naissance dans la clinique de la ville, les bébés deviennent les cobayes du Dr Heide, qui essaie de les transformer en véritables Aryens. Mais quelques semaines après la naissance, n'y tenant plus, leur mère parvient à s'infiltrer dans la clinique. Elle y découvre l'horreur. Elle a ouvert la porte, et là, il y avait une baignoire où on lavait les bébés. Ma sœur jumelle, Rolanda, y était allongée dans une petite chemise blanche avec une bande autour de la tête. Elle était morte. Alors ma mère a dit à mon grand-père qui l'accompagnait, « Rolanda est morte, il faut partir. » Elle a ouvert la porte, elle m'a prise dans mon petit lit, mon grand-père a enlevé son manteau, m'a enveloppée dedans, et il a dit « Ne prends rien de l'hôpital, pas de drap ni d'oreiller, sinon c'est sûr on sera envoyé à Auschwitz. » Quand sa mère, Theresia, sauve Rita de l'enfer, c'est encore un nourrisson. Ce n'est que des années plus tard qu'elle lui dévoilera la vérité sur son histoire. L'histoire d'une persécution que Rita partage avec son peuple, sans en comprendre les raisons. Pourquoi? C'est parce que nous sommes des tziganes? Nous sommes des êtres humains. Là, je vous parle, je suis un être humain. Mais même si nous étions des aliens, personne ne devrait avoir le droit d'ôter la vie de quelqu'un d'autre et de faire des expériences sur des humains. C'est ça qui fait le plus souffrir. Entre 1942 et 1944, la solution finale extermine plusieurs millions de personnes dans les camps. Une mort organisée à très grande échelle. Dans les camps, périssent juifs, opposants politiques, homosexuels, prostituées, handicapés mentaux et tziganes. À Auschwitz en particulier, la situation bascule pour les tziganes dans la nuit du 2 au 3 août 1944. Les tziganes, qui ont vu tant de gens partir dans les chambres à gaz sans jamais en revenir, tentent de résister. Ils savent, ils voient bien autour les juifs qui disparaissent dans les chambres et les fours, donc ils savent ce qui va se passer et donc ils vont résister le plus qu'ils peuvent, mais ce sont des vieillards, des femmes, des enfants, donc ils vont se battre comme ils peuvent avec les moyens du bord, mais ça va pas suffire et donc dans la nuit du 2 au 3 août, toutes ces personnes vont être gazées. Cette nuit-là, près de 3000 tziganes périssent. Cette extermination restera dans les mémoires comme le symbole de l'ensemble des persécutions qu'ils ont subies. Dans ma famille, 13 personnes ont été tuées, dont mes grands-parents, dans différents camps de concentration. Mon grand-père s'est fait tuer à Auschwitz, ma grand-mère à Ravensbrück, des tantes à Bergen-Belsen. En tout, cela fait 13 personnes parmi mes proches. Quand les camps sont libérés en janvier 1945, quand les charniers sont découverts, filmés, photographiés, quand les survivants livrent leurs premiers témoignages, c'est avec stupeur et effroi que le monde entier réalise l'ampleur de l'Holocauste. L'Holocauste, cela représente le meurtre de 500 000 Sinti et Tziganes dans l'Europe occupée par les nazis. L'idéologie des nazis était une idéologie raciale faite d'êtres supérieurs et de sous-hommes. Les Sinti et les Tziganes en général, comme les Juifs, étaient destinés au programme d'extermination, juste à cause de leurs origines. Dem Vernichtungsprogramm zugeführt werden. Orte
Des lieux comme Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Ravensbrück, Dachau ou Treblinka. Ce sont les plus grands cimetières de notre minorité dans l'histoire européenne. L'Holocauste dans le Grand Reich fait partie de la grande histoire. Une histoire largement médiatisée. Mais l'histoire que l'on connaît mal, c'est celle de la répression qui a eu lieu au même moment en France contre les tziganes français, les manouches. La France en guerre est un pays affaibli qui veut rassurer la population en neutralisant tous les potentiels ennemis. Les manouches feraient partie de ces populations dangereuses. Selon les autorités, ils sont par leur déplacement susceptibles de renseigner l'ennemi. Une persécution en réalité arbitraire. La France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Et là, on va avoir une situation assez comparable à 1912, à l'approche de la Première Guerre mondiale, c'est qu'on va prendre des mesures de contrôle. Donc, on va essayer de stabiliser les populations qui bougent. Et parmi les populations qui bougent, les nomades. Quelques jours seulement après la déclaration de la guerre, on interdit la circulation des nomades dans 8 départements de l'ouest de la France. On recommande leur assignation à résidence. Tous les porteurs de carnets anthropométriques sont menacés. C'est depuis novembre 1938. Il y a une loi qui permet l'internement des étrangers considérés comme indésirables. Et à partir de novembre 1939, ça va être élargi aux Français. Et on se dit, bah, les tziganes, pourquoi pas? En effet, la France n'attend pas d'être envahie par Hitler pour prendre des mesures contre cette population. Un mois avant l'attaque allemande, un décret-loi d'avril 1940 ordonne l'assignation à résidence de tous les tziganes sur tout le territoire. Ils n'ont plus le droit de circuler. Au printemps 1940, les Allemands entrent dans Paris. L'armistice est signé le 22 juin. Une étape supplémentaire est franchie dans la persécution des tziganes, quand la France de Pétain décide de collaborer alors avec Hitler. En octobre 40, l'Allemagne nazie ordonne alors l'internement de tous les tziganes en zone occupée. Sauf qu'ils disent clairement dans leur ordonnance que ça va être aux autorités françaises d'organiser cet internement. Donc en fait, ils délèguent. 30 camps sont alors ouverts sur le sol français. 25 en zone occupée, 5 en zone libre. Linas Montlhéry, Jargeau ou encore Rivesaltes. Autant de lieux qui ont enfermé des familles entières de tziganes pendant la guerre. Au total, 6500 personnes, dont 3500 enfants. Et on n'enferme pas seulement des tziganes, mais aussi des SDF, des prostituées, des vagabonds. Ces nomades subissent ces mesures dans l'indifférence générale, en ne recevant souvent aucun soutien de la population. On n'avait pas besoin de mettre beaucoup de gardiens. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'était des familles qui se trouvaient enfermées, et donc quand on partait, on ne laissait pas la famille derrière, et partir en famille, c'est plus compliqué que partir tout seul. Et aussi parce que les témoignages sont multiples. Dans les 3 jours, ils étaient ramenés au bout des fourches par les paysans. C'est terrible. En 1940, Raymond Gurem a 15 ans. Il est le 3e de 9 enfants. Une famille de manouches qui vit sur les routes et fait le spectacle. À l'époque, sa famille tient un petit cirque ambulant. Ils vont faire partie des premiers tziganes arrêtés au début de la guerre. Un matin d'octobre 1940, la vie de Raymond bascule. Le 4 octobre, c'est qu'ils nous ont arrêtés à Petit-Couronne. Les gendarmes sont venus, ils ont dit à mon père, démontez votre chapiteau et vous allez nous suivre. Ça fait qu'ils nous ont emmenés dans une usine désinfectée à Darnétal. Et Darnétal, on a resté 1 mois. Du 4 octobre au 27 novembre, on a resté à Darnétal. Et le 27 novembre au matin, à 6 h,
Ils ont dit, vous avez 1 heure pour préparer vos affaires et on vous monte dans les camions, on vous emmène. Une journée entière de voyage debout, sans eau, dans de simples wagons à bestiaux. C'est là qu'ils nous ont fait traverser les champs, à coups de matraque, à coups de crosse, et enfin tout le... Et on a atterri ici. Ici, dans un camp de concentration dont il ne reste plus aucune trace aujourd'hui, excepté les souvenirs de ce vieil homme blessé. Le portail est parti de là jusqu'au mur là, de l'autodrome. Qu'il y avait une entrée, une sortie. C'était divisé en 2, il y avait l'entrée et la sortie. Et là, le camp, les baraques, ils se trouvaient devant le fond. À partir d'ici, ça faisait partie du camp, tout ça là. Ah bah j'y vois encore, hein. Je crois que si j'étais encore dans le camp, hein. Ça me fait comme si j'étais, quoi. Ouais, j'ai assez tourné, hein. Ouais. Derrière ces grilles, pendant plusieurs mois, Raymond a été parqué dans des conditions inhumaines. Dans des baraques comme celle-ci, sans chauffage, sans hygiène, manquant de tout. On n'avait pas à manger, on avait même pas 1 litre d'eau par jour. On avait 200 grammes de pain pour la journée. Comme soupe, on avait de l'eau sans graisse, sans sel, sans rien. Et ils faisaient cuire les légumes dans l'eau et ils nous le donnaient. Si ce qu'il y avait, de la viande. Parce qu'au-dessus du bouillon, c'était des asticots et des chenilles qu'il y avait. Au départ, on les enlevait, au dernier, on les mangeait. Hein, on ne trayait même plus, on avalait les asticots, les chenilles, tout ce qui était... On mangeait ça comme si on avait mangé un beefsteak. L'histoire de Raymond est l'histoire tragique qu'ont partagé plusieurs milliers de manouches partout en France. Rosette est aussi une fille de forain. Nous, on habitait là. Comme lui, elle a été enfermée avec toute sa famille dans un camp de concentration pendant la guerre. À Jargeau, près d'Orléans. À l'époque, Rosette est une fillette de 9 ans. J'étais ici. Et puis je regardais ça. Dans les camps, on faisait la classe aux enfants, qui restaient parfois enfermés pendant plusieurs années et qu'il fallait occuper. Me voit toujours, au fond par là, au fond là. Me voit toujours, me voit à l'école, je vois ma maîtresse. Là, comme vous voyez là, eh ben, je vois ma maîtresse devant moi. Les souvenirs d'un enfermement qui la hantent encore aujourd'hui. Les conditions de vie en particulier restent toujours difficiles à évoquer. On a été malheureux, moi, dit. On a souffert. On a resté trop longtemps sans manger, sans rien, et il faut mieux pas en parler. Parce que ça me fait mal. Ça me fait mal, je ne peux pas en parler. J'ai vu laisser ça comme ça. On a trop souffert là-dedans, on a trop été malheureux, j'ai vu trop de monde qui sont morts, des femmes qui sont battues. Ça va comme ça. Rosette et sa famille restent presque 4 ans enfermés dans ce camp. Sa petite sœur, un nourrisson à l'époque, n'y a pas survécu. Elle est morte d'une méningite. La situation, l'hygiène, le manque de nourriture, l'absence des œuvres d'assistance, le mépris des gardes envers cette population, vraiment ont fait que ces populations étaient dans des conditions de précarité extrême. Presque tous les camps ont disparu, souvent tombés dans l'oubli ou complètement transformés. Pas à cet endroit, près d'Angers, à Montreuil-Bellay. De simples pierres au milieu d'un champ sont devenus les témoins de ce sombre chapitre de l'histoire. C'est Jacques Sigaud, un instituteur de la région, qui a redécouvert les traces de cet enfermement. Alors là, c'est la prison du camp principal. On l'appelait le Niouf. C'est la cave d'une ferme qui a brûlé en 1908 et ils ont récupéré la cave pour faire un Niouf.
et ils ont mis des barreaux devant un soupirail pour pas que les enfants puissent se sauver. Alors il y a une entrée ici et une entrée de l'autre côté avec des marches et je rentre dans le Niouf. Alors ça c'est la porte de la prison qui est absolument authentique. Il y a encore les ferrailles dans lesquelles on plaçait la barre pour fermer la prison. Sur ces parois, certains manouches qui ont vécu dans le cachot ont gravé leur nom pour témoigner de leur passage. Non seulement ils étaient prisonniers dans un camp, mais on les enfermait dans une prison, dans un camp. Et ça, c'était vraiment l'horreur absolue. Et cette prison était absolument horrible, puisqu'ils couchaient sur des planches, sur des planchers, et sous les planchers, il y avait leur excrément, leur urine, puisqu'ils restaient là 8 jours, 15 jours, 3 semaines, et ils faisaient leurs besoins dans la prison. Les premiers tziganes arrivent dans le camp de Montreuil-Bellay en novembre 1941. Les derniers le quittent en janvier 1945. Entre ces deux dates, quelques 3000 personnes y sont enfermées. Appelé à l'époque centre de séjour surveillé, c'est en réalité le plus grand camp de concentration de nomades que la France a administré pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est des photos qu'ont prises les religieuses dans le camp. Ça, cette photo a été prise du haut du Mirador. Cette partie, ce sont les bâtiments en planche sur pilotis, la première partie du camp. Au fond, on devine, on voit les bâtiments en dur, avec l'ensemble cuisine, réfectoire, magasin. On voit la double rangée de barbelés, avec au milieu les chevaux de frise. On voit la route Angers-Poitiers et on voit le poste de garde. Un épisode caché de l'histoire française, presque renié. Quand Jacques Sigaud commence à faire des recherches, il y a maintenant 35 ans, pour savoir ce qui s'est vraiment passé dans ces camps, personne ne veut en parler. Il mène alors une longue enquête pour trouver toutes les preuves des souffrances endurées par les manouches pendant la guerre. Les souffrances, il faut parler de ces gens qui ont souffert pendant 5 ans. Les souffrances, il y a une souffrance physique, l'alimentation, le froid, la nourriture, mais il y a eu surtout une souffrance psychologique. N'oubliez pas que ce sont des nomades, des gens qui ont toujours fait ce qu'ils ont voulu, qui ont vécu sur la route. On est bien ici, on reste, on n'est pas bien ici, on va ailleurs, quand ils sont nomades. Mais dans le camp, on n'est pas bien ici, on ne peut pas aller ailleurs. Au printemps 1944, la France avance vers la victoire. Le 6 juin, les Alliés débarquent sur les côtes normandes. En août, Paris est libéré. Les Français font éclater leur joie à mesure que les départements se libèrent progressivement de l'oppression allemande. On s'imaginait, évidemment, que les Tziganes allaient être libérés en août 1944, en tout cas au fur et à mesure de la libération des départements français. Pourtant, les nomades restent bien derrière les barbelés, enfermés, comme s'il s'agissait d'ennemis. Quand il y a eu la libération de Montreuil, quand il n'y avait plus d'Allemands, les résistants sont allés dans le camp récupérer des armes. Parce qu'il y avait des armes dans le camp, les armes des gardiens. Mais ils n'ont pas ouvert les portes. Ça n'a pas choqué les gens d'ici qu'ils soient derrière des barbelés. Parce que dans la tradition, les manouches, tout ça, ce sont des voleurs. C'est ce qu'on dit toujours. Ben, des voleurs qui sont enfermés, ça n'a jamais gêné personne. Le dernier interné à sortir d'un camp d'internement administratif, c'est aux Alliés, le camp des Alliés, et c'est un Tzigane. Le symbole est terrible. En fait, ce n'est qu'à la fin du mois de mai 1946, un an après la fin des hostilités, que les derniers Tziganes seront libérés. Raymond, lui, parvient à s'échapper du camp de Linas Montlhéry en 1941. Il ne retrouvera sa famille que 10 ans plus tard. Et ce n'est que depuis peu qu'il accepte de parler à ses petits-enfants de ce qui lui est arrivé. Là, c'est le wagon qui nous a transportés d'Arnétal à Montlhéry. On était bien enfermés. Hein.
Il fait découvrir son passé à sa petite fille Marine. Bon ben voilà, ça c'est ma soeur, mon frère. Ça c'est toi. Ça c'est moi quand j'étais jeune, c'est Lanine. Là je m'en doutais. Ouais, c'est Lanine avec les petits là. D'accord. On travaillait dans les champs, les petits pois, les haricots, les patates, tout ça. Là c'est le camp de Dinamo-Léry là. L'histoire se transmet ainsi de génération en génération. Ben, je les garde, comme ça ils auront le temps de les lire après. Comme ça vous regarderez, une fois que j'aurai les pattes en l'air, ben, tu prends les papiers et tu regardes. Le plus tard possible. Ah, il faut y aller un jour. Hein. C'est pour ça que j'ai plus tard possible. Ah oui, mais on n'est pas éternel. C'est pour ça que je voudrais qu'il y ait pas quelque chose pour les voyageurs, parce qu'ils n'ont besoin. Hein. On n'a plus le droit de rouler, on n'a plus le droit de se sanitariser, on n'a plus le droit de rien. Comme ça a toujours été. Oui, ça a toujours existé et je crois que ça existera toujours. À elle seule, l'histoire de Raymond symbolise le sort de toutes les familles tziganes, persécutées pendant la guerre. L'histoire d'un peuple à la marge de la société, qui mettra des années à se relever et à revendiquer ses droits et sa culture. Tout de suite, la deuxième partie de Tziganes, Peuples à la marge. On fait prendre conscience aux gens qu'on est là et qu'ils doivent faire avec nous, mais pas sans nous.